Je vais explorer aujourd'hui la situation des classes préparatoires du point de vue du corps enseignant. Qu'est-ce que c'est que ces filières de formation, enfin d'enseignement par leurs professionnels? Et puis ensuite, je me demanderai pourquoi les filières sélectives, qu'est-ce qu'elles ont de distinctif par rapport aux filières non sélectives du point de vue de plusieurs facteurs déterminants, l'effort des étudiants, la structure du personnel enseignant et la logique d'investissement des familles et des soutiens publics. Et puis, j'espère achever ce cours où j'ai beaucoup de matériaux en débouchant sur une question simple, c'est où est passée la recherche dans tout ça, puisque je m'intéresse beaucoup à l'activité teaching only, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que dans l'enseignement supérieur, une population d'enseignants qui ne font qu'enseigner, et qui vont préparer des élèves à autre chose. Qu'est-ce que devient la fonction classique de recherche qui est associée généralement à une activité dans l'enseignement supérieur pour les personnels? Vous verrez qu'on la retrouvera un peu plus tard, mais du côté des écoles, les grandes écoles qui se sont beaucoup posé la question de savoir quelle était exactement leur identité dans ce monde de l'enseignement supérieur et qui ont commencé à maximiser l'activité de recherche. L'exposé sur les écoles de commerce sera un cas d'école d'une certaine manière. Ce n'est pas en soi les écoles de commerce qui m'intéressent, mais c'est surtout le problème de ce modèle particulier qu'elles représentent et qui a évolué par l'internationalisation, les classements et l'académisation de leur personnel pour maximiser des potentiels de recherche et donner à ces recherches du crédit, ce qu'elles n'avaient pas tellement auparavant dans le monde de l'enseignement de la gestion, du management, etc., où on se posait beaucoup la question de savoir si c'était ou non scientifique. Tout de suite, des éléments sur ce que j'appelle la technologie éducative. La technologie éducative, ce sont des personnels, et dans le monde des classes préparatoires, il y a donc des professeurs pour lesquels nous avons des éléments statistiques à travers des enquêtes qui ont été faites à plusieurs décennies de distance. Une enquête avait été faite par notamment des collègues Dominique Merlier et Jean-Michel Chapouli sur des professeurs au début des années 70, à partir desquels d'ailleurs Bourdieu, dans son livre La noblesse d'État et dans des articles antérieurs, a donné un certain nombre d'éléments de résultats sur l'identité des corps professoraux dans les différentes composantes du système d'enseignement et secondaire et supérieur. Et ces professeurs de classe préparatoire en font partie. Et puis une thèse a été récemment consacrée à ces enseignants, qui a été dirigée par une collègue de Sciences Po qui s'appelle Agnès Van Zanten, et la thèse est de Jacques-Benoît Rocher. Il n'a pas poursuivi dans la recherche, je crois qu'il est devenu dominicain, donc il se consacre à une autre forme de vocation. Qu'est-ce que nous savons des personnels enseignants dans ces classes préparatoires? C'est un point intéressant parce qu'il va nous livrer l'essence même de ce pacte entre enseignants et étudiants et ce que c'est que à la fois la structure de rémunération, la hiérarchie et le type d'effort pédagogique qui est réalisé par ces enseignants. Ces enseignants sont essentiellement des agrégés et pour l'essentiel aussi à peu près la moitié des normaliens. Les chiffres sont assez stables en 30 ans de distance. Les deux enquêtes dont je viens de parler le montrent de deux manières différentes. Ce sont des enseignants qui sont recrutés parmi ce qu'on peut appeler l'élite des professeurs de l'enseignement secondaire, des agrégés, souvent appelés à participer à des jurys de concours, et pour qui, essentiellement, le travail est conçu comme un travail d'enseignement sans sacrifice douloureux de la part de recherche, puisque 84% d'entre eux, dans les enquêtes, déclaraient n'avoir aucune espèce d'activité de recherche. Et ça ne leur posait pas de problème particulier, ce qui est une sorte de déviation considérable par rapport à une définition classique de ce qu'est l'enseignement dans la sphère des formations supérieures.
Donc, l'architecture de leur travail est totalement assumée comme une activité teaching only, point final. Et donc, ils sont à la fois recrutés parmi les meilleurs enseignants, si on donne de cette filière de formation agrégé, normalien, etc., pour une part, une définition de l'excellence. Ils sont donc le produit des écoles et des classes préparatoires dans lesquelles ils vont ensuite enseigner. Donc il y a un phénomène de reproduction tout à fait évident. Ils connaissent bien la maison de l'intérieur, en quelque sorte, puisqu'ils en ont été les élèves. Ils sont dévoués à leur tâche sans sacrifice, sans coût d'opportunité. Le coût d'opportunité étant, pendant que je fais ça, est-ce que je sacrifie autre chose ? Un universitaire se dit, pendant que j'enseigne, je sacrifie la recherche. D'où le fait qu'on parle de teaching load, de charge d'enseignement, mais pas de charge, pas de research load dans le monde de l'enseignement supérieur. Alors, ensuite, l'architecture de ce corps est intéressante aussi parce que, je vous donne juste des éléments ici de quantitatifs, elle est intéressante parce que c'est un système à 2 étages. Les enseignants sont professeurs agrégés dans ces classes préparatoires et il y a un corps supérieur qui s'appelle les professeurs qui ont une chaire supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois, ils forment à peu près un tiers de ce corps enseignant, et c'est une position à laquelle on accède à la fois par l'ancienneté et par le mérite. Mais ce sont des critères de mérite professionnel qui méritent un instant d'être examinés parce qu'ils sont cohérents avec le principe du teaching only. Dans la recherche, vous êtes promu si vous faites de la bonne recherche. Dans l'enseignement à la recherche, c'est plus compliqué. Quand vous êtes universitaire, vous avez une part importante des facteurs de promotion qui sont liés à la recherche, mais il y a d'autres facteurs, c'est ce que j'appelle le genre mixte. Et dans le côté teaching only, être uniquement enseignant dans ces sphères de classe préparatoire, les critères qui comptent, c'est à la fois l'ancienneté, mais aussi l'engagement dans la communauté, ces états de service qui sont évalués par des corps d'inspection et donc qui correspondent à un certain nombre de critères d'engagement professionnel vis-à-vis à la fois des élèves, mais aussi vis-à-vis des jurys, CAPES, agrégations, etc. Bref, ce sont des enseignants par excellence qui donnent à la communauté enseignante ce qui est considéré à travers leur promotion comme étant le meilleur de l'effort à la fois individuel et collectif possible. Donc ça, c'est le modèle idéal, mais le mécanisme de promotion dit ça, il ne dit rien d'autre. Je ne décris pas les subtilités de la promotion et les facteurs qui peuvent perturber ce modèle théorique. Je n'ai pas les données sur ces populations, puisque contrairement à ce que nous faisons sur les universitaires, ces enseignants des classes préparatoires relèvent du secondaire. Et donc, nous n'avons pas eu accès à ces données sur l'ensemble des enseignants du secondaire. Donc, premier point, les critères de promotion disent quelque chose sur le centrage de l'effort professionnel sur un type de contribution et un type d'excellence dans la contribution. L'autre point important, c'est, pour un sociologue qui ne veut pas simplement faire des phrases sur la sélection, les filières, le dualisme, etc., et agiter le débat éternel en France de faut-il ou non des filières sélectives et faut-il un dualisme ou non, mais qui veut passer par les données et qui veut faire des démonstrations empiriques avant de rebondir sur des généralisations. Il est intéressant aussi de regarder les actes de travail en termes de quantité d'heures de travail. Qu'est-ce que c'est que les obligations réglementaires de service ? Les voilà. Dans l'enseignement secondaire des professeurs des écoles, vous avez 24 heures de cours, les anciens instituteurs, les certifiés ont 18 heures de cours, les agrégés ont 15 heures de cours, et ces agrégés des classes préparatoires, eux, ont de 8 à 11 heures de cours, comme les professeurs de chaire supérieure d'ailleurs. Et donc, c'est à la fois, et c'est modulé, c'est un point intéressant, c'est modulé à la fois en fonction du niveau auquel vous enseignez, c'est-à-dire que vous avez 9 à 11 heures de cours en première année, et puis
de 8 à 10 heures en deuxième année. Autrement dit, la quantité d'enseignement est indexée sur la difficulté ou le niveau de la classe. Et donc, le niveau d'effort que vous devez fournir, il est élevé en première année, mais il est décisif en deuxième année de classe préparatoire, puisqu'il va vous amener au concours. Les enseignants vont amener leurs étudiants au concours. Et par ailleurs, il varie, ce volume d'heures de travail varie avec les effectifs de la classe. Si vous avez plus de 35 élèves, vous avez 8 ou 9 heures de cours. Si vous en avez moins de 20, vous en avez 10 ou 11 selon que vous êtes en première ou en deuxième année. Donc toute cette technologie est faite pour maximiser en quelque sorte le rendement éducatif d'une formule où, je vous le rappelle, le taux d'encadrement est imbattable puisque vous avez 8000 enseignants pour 80 000 étudiants. Rapporté au monde de l'enseignement supérieur, il n'y a aucune comparaison possible. C'est effectivement une technologie d'encadrement extrêmement rapprochée. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les filières moins prestigieuses que sont les IUT ou les sections de techniciens supérieurs. Quand il y a un mécanisme de filière sélective, il y a une technologie éducative qui est qui crée un lien beaucoup plus direct entre un nombre d'enseignants et un nombre d'étudiants qui sont en proportion qui n'a pas de rapport du tout avec ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, du moins dans le premier cycle. Mais un point intéressant dans cette affaire, c'est que les obligations réglementaires de service ne permettent pas de couvrir les besoins réels d'enseignement qui sont ceux des classes préparatoires, puisque ça avait été noté dans un excellent rapport de la Cour des comptes, il existe, selon les filières et les disciplines, des discordances entre les obligations réglementaires de service, dont je viens de parler, et la grille hebdomadaire des programmes. Et la Cour des comptes donnait par exemple le cas de la première année de mathématiques supérieures, 12 heures hebdomadaires de mathématiques prévues. Or, ces 12 heures ne sont jamais réparties, un cours n'est jamais réparti sur plusieurs enseignants, ce qui est une grande différence avec l'université. C'est un enseignant qui suit une classe pour un cours donné, et donc les étudiants ont 3 ou 4 enseignants, et guère plus. Ce suivi, évidemment, donne une idée de l'intensité du lien entre les enseignants et leurs étudiants dans ces univers. Mais vous voyez le décalage, 12 heures hebdomadaires, alors que l'obligation de service n'est que de 8 ou 9 heures. Autrement dit, il y a recours à quelque chose qui a fait beaucoup parler, notamment quand le ministre Vincent Peillon a voulu augmenter le nombre d'heures de cours et que, un peu plus tard, le député Benoît Hamon, tout ça dans les années récentes, a voulu diminuer les salaires des enseignants des classes préparatoires pour les redistribuer vers les instituteurs, les professeurs des écoles. Parce que les enseignants des classes préparatoires étaient considérés comme une élite surpayée. En fait, une partie des rémunérations avantageuses des professeurs des classes préparatoires viennent précisément de ce décalage entre leurs obligations de service et la réalité du travail. Ils se procurent ce qu'on appelle des heures supplémentaires annuelles de travail. C'est un mécanisme qui est très répandu dans l'enseignement secondaire et supérieur, mais sur l'enseignement supérieur, je n'ai aucune donnée précise, je les ai demandées, et elles ne sont pas disponibles au plan individuel, elles ne sont que comptabilisées de manière massive et ne sont pas beaucoup diffusées d'ailleurs. Le bilan social de l'enseignement secondaire vous donne toutes ces données, je vais vous les montrer, mais le bilan de l'enseignement supérieur ne vous donne pas grand-chose sur ce plan-là. C'est dommage, c'est intéressant, et il faudra probablement que quand on va modifier peu à peu la technologie de l'enseignement supérieur, éducative de l'enseignement supérieur, ce qui est un problème massif et énorme, il est plus facile de raisonner en termes de milliards qu'en termes d'organisation du travail, eh bien, il faudra examiner en détail toute l'architecture du travail et des efforts et des heures de travail de ces personnels. En tout cas, nous l'avons pour ces filières sélectives. Et elles sont formées donc d'heures supplémentaires et de fameuses heures de colle qui sont des heures d'interrogation qui préparent les étudiants aux épreuves et qui font partie du pacte, du contrat d'enseignement qui est tellement recherché dans ces filières sélectives. Alors, ces heures supplémentaires, je vous rappelle que
les 3/4 des enseignants, toutes filières confondues du secondaire et du primaire, les 3/4 des enseignants ont des heures supplémentaires. Donc, ça n'est pas une exception glorieuse de la part des enseignants des classes préparatoires. Simplement, dans les classes préparatoires, on en fait beaucoup plus. Nous avons ici des données intéressantes qui vous montrent que les agrégés et les professeurs de chaires supérieures, les agrégés ne sont pas simplement les classes préparatoires, mais ces agrégés en font plus que d'autres. Ici, dans cette statistique, ils sont confondus. Les professeurs de chaires supérieures, ça, c'est clairement dans les classes préparatoires. Mais vous voyez que plus on va vers le clair, plus on a le nombre d'heures supplémentaires est important. Ceux qui font plus de 5 heures sont principalement situés ici, c'est-à-dire dans cet univers des agrégés et professeurs de chaires supérieures. Et de 2 à 5 heures, c'est ici, c'est pareil. Vous voyez la quantité d'heures supplémentaires est corrélée au niveau d'enseignement et à la position statutaire dans la hiérarchie du corps. C'est une première indication précise qui vous dit qu'on donne plus en fonction du rang de l'enseignement en question. Et la conséquence en termes de rémunération est donnée ici. Je tire ces données du bilan social du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez ici les primes et les rémunérations pour des heures supplémentaires en fonction du salaire brut par degré, corps et sexe. Bon, donc, qu'est-ce qui est ajouté à la rémunération de base dans le monde de l'enseignement secondaire dont les classes préparatoires font partie, mais comme une pointe exceptionnelle puisqu'elle est en fait déjà insérée dans le système de l'enseignement supérieur. C'est bac plus quelque chose. En tout cas, les professeurs de chaires supérieures et, encore une fois, les agrégés, mais les agrégés mélangent ceux du secondaire et ceux des classes préparatoires. Donc, il y a une légère imprécision ici. Prenons ici ces données-là comme les meilleurs indicateurs de ce que peut produire le système de rémunération des heures supplémentaires. Ils se procurent évidemment beaucoup plus de rémunération parce qu'ils ont beaucoup plus d'heures supplémentaires par leur activité en heures supplémentaires annuelles. Ce n'est pas au coup par coup, c'est en heures annuelles. C'est totalement programmé d'une année sur l'autre. Et donc, vous voyez l'origine des écarts, elle est très simple. Ces heures sup forment l'essentiel de l'avantage contre-effort, de l'avantage qui est accordé à ces professeurs des classes préparatoires. Les primes elles sont assez homogènes en termes de pourcentage. Ça n'est pas ça. Les primes sont plutôt égalitaires dans ce monde-là, alors que les heures supplémentaires sont évidemment mieux payées et beaucoup plus abondantes dans cette activité. Ensuite, on peut regarder ce que ça donne en termes de rémunération toute simple et pas simplement de pourcentage. Ici, vous avez l'architecture des rémunérations dans le monde de l'enseignement secondaire et primaire. À 15 ans de carrière, un professeur des écoles gagne 2100 € en rémunération nette mensuelle. Un professeur de chaire supérieure est à 5289 €. Donc vous avez l'écart ici. Et un agrégé en classe préparatoire est à 4108 €. Donc ça, c'est le différentiel qui est lié à la promotion dans ce monde des deux corps agrégés des classes préparatoires et professeurs de chaire supérieure, etc. Et les agrégés du secondaire gagnent 3200 €. Les différences s'écrasent un peu après 30 ans de carrière. Mais ça, ce sont des rémunérations nettes qui intègrent évidemment ces primes et ces heures supplémentaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la dispersion. En fait, il y a beaucoup plus de dispersion dans les activités des classes préparatoires que dans les activités du secondaire, tout simplement parce que le niveau d'effort qui est sollicité des professeurs peut varier beaucoup selon les disciplines. Les disciplines comme les mathématiques dont j'ai parlé ou bien sont beaucoup plus sollicitées que les langues vivantes. Et vous atteignez, ici c'est la Cour des comptes qui le donne. La Cour des comptes est un bon outil, je dois dire, pour travailler au moins sur des données primaires parce qu'ils ont accès à l'ensemble des données, c'est un corps d'inspection, et qu'en outre, ils les publient et que donc vous pouvez vous en servir librement. Et les publier aussi. Je vous montrerai pourquoi je me suis servi de ces sources aussi pour les écoles de commerce.
Elle me donnait énormément d'informations. Et donc vous avez ici des niveaux de rémunération maximale de 107 000 €. C'est ça qui a pu faire jaser et hurler certains ministres. Ça, c'est le maximum, mais c'est observé. Les 5% de rémunération les plus élevés sont à 80 000 €. C'est très supérieur à la rémunération des professeurs de classe exceptionnelle dans l'université. Mais l'effort n'est pas le même et n'est pas réparti de la même manière. Voilà le tableau qui vous donne l'information. J'aime bien donner beaucoup de détails empiriques parce que je n'aime pas démontrer quelque chose sans l'asseoir sur des chiffres. Et ici, vous avez une autre représentation de la situation des rémunérations en France. Cette fois-ci, c'est les salaires pour l'ensemble des corps enseignants, avec la dispersion entre, vous avez le point moyen, la médiane, 50% au-dessus, 50% en dessous, et vous avez la dispersion, 9e décile, 1er décile. Et donc, vous observez où se situent les différents corps enseignants dans le monde de l'enseignement secondaire et dans cette fraction de l'enseignement supérieur qui est liée au secondaire, qui sont les professeurs de chaires supérieures. Et vous voyez clairement la différence. Donc, on a effectivement une insertion d'un autre système de rémunération, dont je viens de décomposer les éléments, du supérieur, mais intégré dans le monde de l'enseignement secondaire. C'est ça l'argument. Ces enseignants-là forment effectivement une forme d'élite, à la fois sur le plan du niveau et de la rémunération, dans un système, et en même temps, ils travaillent dans les lycées. Toutes ces classes préparatoires sont encore insérées dans des lycées. Pour mémoire et pour votre information, je vous donne ici la structure des rémunérations dans l'enseignement supérieur. Elle est très intéressante, elle est tirée d'un rapport très utile qui s'appelle le rapport Schwartz. Il date de 2007, mais les données sont structurées. C'est une logique de grille. On fonctionne en France dans la rémunération des enseignants du supérieur qui font partie de la fonction publique en logique de grille. Vous avez ici le nombre d'années et ce sont les formules de carrière salariale, non pas empiriques, mais la théorie qui est appliquée, la grille qui est appliquée aux enseignants. Et vous avez les corps qui se distribuent hiérarchiquement, les professeurs de classe exceptionnelle, première classe, deuxième classe et maîtres de conférences hors classe et professeurs d'université de deuxième classe, et ici les maîtres de conférences de classe normale, qui sont d'ailleurs au même niveau que les agrégés du secondaire. Un agrégé du secondaire, il arrive à cette rémunération au bout de 30 ans, et vous voyez qu'au bout de 22 ans, simplement, c'est ça la différence, c'est que les niveaux de rémunération sont assez écrasés les uns sur les autres, mais c'est la vitesse de parcours pour atteindre au sommet qui diffère beaucoup, qui peut différer beaucoup. Et donc, voilà le niveau. Et si on devait situer les professeurs des classes préparatoires, ils se situeraient à peu près là. Donc, ils font partie. Donc, le message que je veux vous donner ici, la conclusion, c'est ils font partie en tant que teaching only d'un univers qui se situe ici dans le système d'enseignement supérieur et de recherche, puisqu'on a ici à la fois les enseignants et les directeurs de recherche du CNRS et d'autres organismes de recherche. Ils sont là aussi, leurs rémunérations sont alignées depuis qu'ils sont fonctionnaires, c'est-à-dire une trentaine d'années. Donc on peut atteindre des niveaux de rémunération qui sont comparables à ceux des autres fonctions de l'enseignement supérieur et de la recherche en étant enseignant seulement. Voilà l'essence même de la technologie éducative que j'étudie en ce moment. Voilà. Et donc, une autre manière de le représenter, c'est de dire, après 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Les agrégés sont passés, forment l'indice 100 dans ma construction, des enseignants du secondaire. Les agrégés en classe préparatoire sont à l'indice 121 et les professeurs de chaire supérieure sont à 145. Et si vous regardez les enseignants du supérieur, les maîtres de conférences de classe normale, après 30 ans, s'ils n'ont pas évolué,
où les chargés de recherche, s'ils n'ont pas évolué, c'est-à-dire 30% des gens, sont à 100, et les maîtres de conférences hors classe, les professeurs de deuxième classe sont à 117, et les professeurs de première classe et les DR1 sont à 141. Donc en fait, c'est la même chose. C'est remarquable de voir une architecture des rémunérations qui est, et ça c'est la même somme, hein, 100 c'est le même indice, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça nous dit beaucoup de choses. Si je résume maintenant et je conclus sur ce petit point, les obligations réglementaires de service des enseignants des classes préparatoires sont inférieures de 30 à 50% par rapport à celles des agrégés du secondaire. Deuxièmement, ces obligations ne suffisent pas à couvrir les besoins de technologie éducative de ces classes préparatoires et donc on les rémunère des heures supplémentaires, ce qui constitue la principale source d'écart de rémunération avec leurs collègues de l'enseignement secondaire. Troisièmement, ces écarts de rémunération entre agrégés et professeurs de classes préparatoires sont presque exactement les mêmes au sein du seul groupe des agrégés enseignants des classes préparatoires constitué de 2 étages. Donc on a, si on accepte la pointe de la classe exceptionnelle, on verra que l'échelle des rémunérations est donc structurée à peu près de la même manière dans les 3 catégories statutaires de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la sphère publique. Dans la sphère publique, vous verrez qu'il en est il en est bien autrement dans l'univers par exemple, des écoles de commerce. Je veux dire les research only, teaching only et teaching and research. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si ça n'est pas la nature, pas la hauteur de la rémunération qui est le mécanisme incitatif principal pour différencier ces corps, en fait, c'est bien l'allocation du temps et de l'effort qui différencie ces populations. Je l'ai dit, le volume d'enseignement qui est dû par les professeurs de classes préparatoires est à la fois inférieur à celui de leurs collègues du secondaire, dont ils sont les collègues dans les lycées, mais comparé à celui des universitaires, il est supérieur d'un tiers à une moitié par rapport à celui des universitaires. En réalité, cette comptabilité n'inclut pas du côté des classes préparatoires l'effort de recherche qui est dû par les universitaires et qui n'est pas dû par les professeurs de classes préparatoires. Et c'est ici l'argument clé, c'est qu'il y a une homogénéité du travail des professeurs de ces classes préparatoires qui a pour corrélat l'homogénéité de leur public étudiant. Qui rend la comptabilité des actes de travail ultra simple. L'intensité de travail est à la fois supérieure à ce qui est prescrit par le statut, c'est l'affaire des heures supplémentaires, et qualitativement, elle est aussi plus productive en raison de l'homogénéité du travail qui est réalisé. Il n'y a pas de division de soi entre activité d'enseignement et activité de recherche. Et aussi, elle est plus productive en raison des motivations déployées tant par les enseignants que par les étudiants. Cette intensité de travail, avec ses conditions d'efficacité, d'acceptabilité et de soutenabilité, je vais y revenir, c'est du côté des enseignants le levier de leur chance de promotion professionnelle et du côté des étudiants la condition nécessaire de l'élévation de leurs chances de réussite au concours qu'ils vont passer. Il n'y a rien d'autre que ce pacte ou ce contrat entre des enseignants de prépa et leurs étudiants. Pierre Bourdieu, dans La noblesse d'État, qui est de 89, mais aussi dans les articles antérieurs, a donné une analyse impitoyablement critique, qui est sa signature propre de tout ça. Et d'ailleurs, mieux vaut le lire lui que beaucoup d'autres travaux qui ont été faits dans son sillage, mais qui sont moins percutants. Un des arguments clés de ces analyses, c'est celui qui met en contraste l'homogénéité du contrat de ces filières sélectives. Il étudie principalement les classes préparatoires, mais on peut étendre l'analyse aux IUT et aux sections de techniciens supérieurs.
et d'autre part, de l'autre côté, le caractère instable, contradictoire, hétérogène des missions que doivent assurer les universités lorsque d'un côté, elles emploient des personnels multitâches, des enseignants-chercheurs, dans lesquels ils sont, montre Bourdieu, inégalement performants, et je vous l'ai expliqué à la fois antérieurement et l'année dernière, et que de l'autre côté, ces universités font du principe inverse de celui des filières sélectives, c'est-à-dire la non-sélection à l'entrée de l'université, l'honneur de leur mission, mais aussi la source de la très grande hétérogénéité de la population étudiante. Je cite ici Bourdieu, à la différence des enseignants des facultés qui sont partagés à des degrés divers, il aime bien ces modulations, entre l'enseignement et la recherche, entre le champ universitaire et le champ intellectuel ou scientifique, ces professeurs des classes préparatoires n'ont pratiquement jamais d'activité de recherche, allant parfois jusqu'à considérer comme volé le temps qu'ils consacrent à d'autres activités. Et ils sont personnellement plus intéressés à la réussite de leurs élèves, les relations sont plus intenses que dans les facultés, ce sont des maîtres de sagesse, des directeurs spirituels qui interviennent dans la conduite de vie, de travail, dans les lectures, l'organisation des révisions, les rythmes de sommeil, les régimes alimentaires, les sorties, etc. Et Bourdieu dit, de manière assez cinglante, ces professeurs n'ont jamais cessé de passer un concours, il y a une continuité totale entre un élève de Cagne ou de Taupe qu'ils ont été et les professeurs qu'ils sont devenus. Un bulletin de l'Union des profs de spécial, l'UPS, qui est devenue l'Union des professeurs de classe préparatoire de 1965, disait déjà « Fondamentalement, nous n'avons rien de commun avec les professeurs des classes secondaires, même chargés des classes terminales, et d'autre part, nous ne voulons pas dépendre des facultés des sciences qui, à notre avis, se désintéressent par trop de l'enseignement au profit de la recherche et dans lesquelles nous serions toujours barrés par le fait que nous ne sommes pas tous docteurs. » Ça, c'est un point intéressant. C'est une question essentielle aujourd'hui parce qu'on débat beaucoup du problème de quelle est la restructuration possible des corps enseignants dans l'enseignement supérieur en fonction des différents acquis de recherche dont je vais vous faire part maintenant, mais qui montrent à quel point les filières sont distinctes. Eh bien, justement, j'y arrive. Quand on examine ce qu'ont été les mouvements des étudiants depuis une vingtaine d'années, je donne ici des statistiques qui sont tirées de données de panel, celles que j'aime beaucoup exploiter dans ce cours, qui sont tirées d'enquêtes du ministère sur des dizaines de milliers d'étudiants qu'on suit sur toute leur carrière scolaire, depuis la 6e jusqu'au supérieur. Et donc, on a suivi des bacheliers, enfin des étudiants qui sont bacheliers en 96, mais qui sont entrés en 6e bien avant, et des bacheliers de 2008, et on regarde quels sont leurs choix de filières d'enseignement supérieur, et on compare. Donc, il y a une douzaine d'années d'écart, et on répliquera encore l'exercice ultérieurement, dès que les données de panel nous amèneront des étudiants qui sont arrivés au niveau qui est à observer ici, c'est-à-dire les choix d'enseignement supérieur. Vous voyez que les filières de classe préparatoire sont ultra stables, c'est 9%. C'est le principe même de ces filières sélectives. Les effectifs gonflent uniquement par le fait que le nombre d'étudiants augmente. Ces 9% s'appliquent à un nombre total d'étudiants qui a augmenté en 12 ans. Mais le taux, l'incidence des classes préparatoires sur l'enseignement supérieur est resté le même, c'est de 9%. En revanche, le premier cycle universitaire, il a dégringolé. Il était de 47% d'étudiants qui choisissaient un premier cycle universitaire. Il est à 37% 12 ans plus tard. Les IUT, c'est comme les classes préparatoires des grandes écoles, c'est 11%. C'est la mécanique de la filière sélective. Elles ont leur principe de leur architecture qui est configurée pour corréler la rareté à l'entrée et l'efficacité à la sortie.
Et les sections de technicien supérieur ont un peu progressé de 25 à 27, mais vous voyez, le mouvement est très faible. Donc les 3 filières sélectives dont je parle, avec une insistance particulière sur celle-là, mais je vais aussi vous donner des éléments sur ces 2 autres-là, elles sont très stables, et c'est en revanche ce premier cycle qui perd des effectifs au bénéfice de qui? D'autres formations supérieures, dont beaucoup sont sélectives, notamment les études médicales et paramédicales qui sont ici, et d'autres écoles qui ont toutes leurs formules pédagogiques qui ne sont pas liées au premier cycle universitaire. Et c'est l'axe, évidemment, que les mouvements de population étudiante, c'est vers ces autres filières que les étudiants vont en nombre croissant. Ces données on pourrait donner des chiffres avec une plus grande profondeur temporelle, mais ces données sont très cohérentes sur la dynamique. La dynamique est celle-là. Il y a une perte d'attractivité des premiers cycles universitaires qui est un problème sérieux. Si on veut comprendre le mécanisme de manière un peu plus fine, on peut regarder, j'en ai parlé antérieurement, ce que font les bacheliers S. J'ai dit pourquoi les bacheliers S étaient une population intéressante. On peut les appeler les indicateurs avancés des choix qui sont faits d'orientation, parce que d'abord ils représentent la partie la plus importante des bacheliers aujourd'hui, que d'autre part c'est le bac qui a préservé sa réputation de qualité, d'excellence, etc., dans les stratégies des familles, et qui offre le plus d'opportunités pour les orientations ultérieures. Eh bien, vous voyez, le mécanisme que je décrivais, il est encore amplifié. Voilà, les choix vers la licence ont dégringolé entre 1996 et 2008, toujours à travers ces sources que j'exploite. Ils ont dégringolé de 35 à 21%, et ce sont des filières comme les études médicales qui ont progressé de 12 à 20%, et les écoles diverses de 11 à 18%, toutes selon des protocoles de recrutement qui ne sont pas strictement non sélectifs, à la différence des universités. Et les IUT, les classes préparatoires, sont stables, comme je l'ai dit à l'instant. Donc, c'est un point remarquable. On peut prendre beaucoup de données et pratiquer des zooms avant-arrière, et on obtient les mêmes types de résultats. Alors, pourquoi donc font-ils ça? On a des données là-dessus. On peut se demander, à travers l'étude du comportement des bacheliers scientifiques, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces bacheliers, au fond, ne s'intéressent pas tellement aux sciences? Il y a une désaffection à l'égard des sciences. C'est un grand sujet de réflexion dans le monde de l'enseignement supérieur aujourd'hui en France. J'assistais à un débat récemment sur ce thème, et il y avait des cris d'alarme réguliers de la part de ceux qui enseignent en université pour parler de la baisse des effectifs, et vous avez vu que effectivement cette alarme n'est pas entièrement lunaire, elle est bien fondée. Donc on peut dire que ça peut être un mécanisme de désaffection à l'égard des études scientifiques en général. Il y a un déplacement de l'intérêt des étudiants, peut-être aujourd'hui vers l'informatique, il y a 10 ans vers la finance, qui était une dévoratrice de carrières scientifiques possibles. Je crois pour le malheur des sociétés et pour le bonheur privé de certains. Il peut y avoir une attractivité croissante des filières non universitaires, je viens d'en suggérer des éléments, et il peut y avoir un affaiblissement de la corrélation entre la filière scientifique du baccalauréat et les préférences et les choix substantiels d'orientation des étudiants. Alors on peut regarder ça, et on voit qu'à travers les données que je vais vous montrer, ici, on a demandé aux étudiants, mais pourquoi donc avez-vous fait un choix de baccalauréat S? Quelles étaient les raisons? En fonction de l'endroit où ils sont allés ensuite, de quelles études ils ont engagées après. Plus vous êtes dans des filières sélectives, plus les raisons substantielles d'avoir choisi la matière scientifique pour passer son baccalauréat sont importantes, elles sont là, soulignées en jaune. Ça veut dire qu'effectivement, il y avait une adhésion à ce qu'est
la matière scientifique elle-même, et ce sont dans les filières sélectives qu'on réalise le mieux ses préférences en termes de valeur de ce qu'on a voulu choisir. En revanche, l'autre motif qui est intéressant, c'est se garder des portes ouvertes. Donc le baccalauréat S a une fonction purement instrumentale, c'est celui qui procure le plus de possibilités ensuite, et ça c'est choisi majoritairement et progressivement par ceux qui sont plus loin des formations stricto sensu scientifiques. Et les littéraires sont ceux qui ont passé le bac S, qui sont dans des classes préparatoires littéraires et qui déclarent le plus « j'ai choisi le bac S parce que je veux avoir des possibilités multiples de m'orienter ensuite ». Autrement dit, c'est une manière de documenter le découplage entre deux visions possibles des études, la vision adéquationniste, c'est-à-dire j'ai une idée de ma trajectoire et je vais prendre telle et telle filière en secondaire et en supérieur et y aller tout droit, et ça va être cumulatif, et une vision beaucoup plus qui repousse les choix à plus tard, ce qu'on peut dire l'enseignement ou l'éducation a une valeur d'option. Je me procure à travers certains choix le moyen de repousser le choix ultime de plus en plus loin, et c'est ce qu'on appelle en économie une valeur d'option. Je me garde la possibilité de changer d'avis ultérieurement. Et donc, il y a des bacs et il y a des filières qui vous procurent cette valeur d'option plus que d'autres. Ceux qui ont l'idée la plus claire relativement de ce qu'ils veulent faire en choisissant un bac S, ce sont ceux qui s'engagent dans des études médicales. Ce résultat va revenir. Ensuite, on peut encore aller un peu plus loin dans l'exercice et on peut regarder ensuite, mais pourquoi avez-vous donc choisi la filière où vous êtes maintenant, c'est-à-dire classe scientifique, préparatoire scientifique, économique, littéraire, IUT, etc. DUG, dans l'enquête qui a été faite là en 2005, ça s'appelait encore DUG, parce qu'on enquêtait des étudiants qui étaient entrés avant la réforme LMD. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le projet professionnel correspond à une sorte d'évidence sur laquelle il y a peu de variations significatives, sauf du côté des médecins ou de ceux qui veulent faire des études médicales, et aussi des STAPS qui correspondent à un choix très particulier qui est intéressant à étudier en soi d'ailleurs, mais je ne vais pas m'attarder à ça. En revanche, quand on regarde le contenu des études, on voit que les littéraires plébiscitent le contenu intrinsèque des études dans les classes préparatoires. Il se distingue beaucoup des autres. C'est tout à fait spectaculaire. Le motif des portes ouvertes, c'est ici, bien un peu moins loin, plus bas dans la hiérarchie des motifs, mais ça distingue davantage des autres ceux qui sont dans les filières sélectives des classes préparatoires. Donc c'est ce que j'appelais cette valeur d'option. Et un des motifs qui est très intéressant, qui est alors lui aussi extraordinairement distinctif, puisqu'il crée un écart énorme entre ceux qui sont ici et ceux qui sont là, c'est le motif suivi et encadrement des études. Et vous voyez que les filières qui sont ici sont toutes sélectives, et les étudiants maximisent la valeur de la technologie éducative de ces filières, à la différence des autres qui ne mentionnent absolument pas ou quasiment pas ce motif-là. Et c'est un des points qu'il faut que vous gardiez en mémoire pour la démonstration que je veux faire, c'est un indicateur évidemment de ce que c'est qu'une technologie éducative et ce qu'on peut en anticiper à travers les perceptions qu'en ont les étudiants et les informations de plus en plus précises qu'ils en ont d'ailleurs. Ici, on a répliqué l'exercice sur des données un peu plus tard. Donc, j'aime bien produire plusieurs types de données pour confirmer les résultats. Le tableau est un peu plus long à lire, mais il dit à peu près la même chose. Les structures des résultats sont absolument identiques. Je ne vais pas les détailler beaucoup. Je vous signale simplement ici le motif de l'encadrement et du suivi. Le tableau est organisé à l'envers. Les filières sont ici et les motifs sont là. C'est donc en colonne et j'ai inversé, enfin le tableau inverse colonne et ligne, mais l'encadrement et le suivi sont mentionnés de manière plébiscitaire par les étudiants des IUT et les étudiants des classes préparatoires.
non scientifiques, un peu moins par les classes préparatoires scientifiques. Mais voilà, c'est en tout cas beaucoup plus que pour toutes les autres catégories d'étudiants dans les autres filières. L'idée des portes ouvertes, il revient là aussi. Les classes préparatoires plébiscitent ce motif-là très clairement. Donc, ça nous amène à la question de savoir, mais qu'est-ce que ces filières, respectivement sélectives ou non sélectives, ont de si particulier? Et ça, il faut qu'on entre dans une analyse que j'ai déjà pratiquée antérieurement de manière un peu plus formelle en prenant appui sur certains travaux, qui est le problème des transitions et des taux de réussite. J'y viens tout de suite. En généralisant cette analyse, on examine la structure des chances de réussite dans les différentes filières. Et on observe, je vais vous le montrer tout de suite, une corrélation très forte entre les chances de réussite et ces mécanismes de sélectivité, mais il y en a deux maintenant. Il n'y en a plus un seul mécanisme de sélectivité. Il y a une sélectivité soit initiale, parce qu'on admet de manière sélective des étudiants dans des filières particulières, classes préparatoires, IUT, section de techniciens supérieurs. Mais il y a une autre forme de sélectivité qui est une sélection endogène, c'est-à-dire qu'on prend des étudiants et on les suit et on voit comment ils avancent, ou bien ils redoublent, ou bien ils abandonnent, ils se réorientent, etc. Et ce mécanisme de sélection endogène, c'est-à-dire de taux de passage et de franchissement des transitions, on peut l'étudier entre L1 et L3, licence 1 et licence 3, et on voit que, je vais vous le montrer tout de suite, que les effectifs d'étudiants se sont réduits progressivement. Et qu'il y a un mécanisme donc, de sélection endogène et aussi de sursélection qui va apparaître. Voilà pour le cursus licence de l'université, l'évolution de la réussite en 3 et 4 ans. Théoriquement, c'est 3 ans, mais il peut y avoir des retardataires qui prennent 4 ans au lieu de 3, et parfois même plus. Et on observe des cohortes successives. Les données sont extraordinairement cohérentes. Je vous donne ici un tableau qui résume la situation sur 4 ou 5 ans, pardon, mais on peut faire l'exercice, et je vais vous le faire à l'instant sur une année ultérieure. La réussite en 3 ans, elle concerne 27 à 28% des étudiants invariablement dans ces données. Et on ajoute à ces 27 ou 28% 11% ou 12% d'étudiants. Et au total, on oscille autour de 39 à 40% d'étudiants qui se sont engagés en première année de licence et qui vont effectivement obtenir une licence au bout de 3 ou 4 ans. Ces données ces résultats sont évidemment influencés notamment par la filière du baccalauréat, la filière du baccalauréat que vous avez passé. Et ces données-là sont issues de statistiques extrêmement récentes qui ont été publiées il y a quelques semaines. Et on examine d'où viennent les étudiants en fonction de leur taux de réussite en 3 ou 4 ans, selon certains critères. Est-ce qu'ils ont été en avance ou à l'heure pour avoir le bac ou en retard, et quelle a été leur série du bac, les fameuses filières du baccalauréat. Vous voyez que évidemment, avoir été en avance au bac est prédictif d'un bon taux de succès, et notamment d'un succès en 3 ans. Mais ce qui est beaucoup plus différenciateur, c'est la filière du bac. Les taux de réussite en 3 ou 4 ans sont de 49% pour le baccalauréat général. Elle chute à 16% pour le baccalauréat technologique, et elle chute encore davantage à 6% pour le baccalauréat professionnel. 6% des étudiants détenteurs d'un baccalauréat professionnel ont réussi une licence dans laquelle ils se sont engagés en 3 ou 4 ans. Ils n'étaient eux-mêmes que 6% de l'ensemble des étudiants. Et donc on a une division, une sorte d'érosion considérable des effectifs par ce mécanisme de sélection endogène.
en fonction du type de baccalauréat dont ils disposaient, qui en disait lui-même assez long sur leur propre passé scolaire. Donc on ajoute une couche de plus à ce déterminisme scolaire dont j'ai déjà parlé. Et on voit donc, mais à la fois on est bien dans un univers où des facteurs antérieurs jouent de manière extrêmement prédictive, et en même temps ils ne garantissent rien, puisqu'il y a une érosion considérable des effectifs au fur et à mesure qu'on parcourt le cycle de L1 à L3. C'est tout de même un résultat troublant. Le mécanisme de sursélection, lui, il est intéressant aussi à observer d'une autre manière. Une fois que les étudiants ont franchi L1 et L2 et arrivent en L3, quelle est la proportion de ceux qui, une fois qu'ils sont en L3, vont réussir? Et là, on assiste effectivement à une situation qui s'inverse, puisque c'est en ayant franchi les deux premières transitions, qui sont celles de la plus grande dispersion de la population étudiante, des amphithéâtres surchargés et des projets incertains d'un certain nombre d'étudiants, et donc de ce que Bourdieu appelait l'hétérogénéité, eh bien, on arrive à des taux de réussite qui sont très élevés. On a 78% de ceux qui ont le baccalauréat général qui réussissent en L3 à décrocher leur licence en un an. Donc là, on a ce mécanisme de sélection endogène qui produit ce résultat. Et même pour ceux qui arrivent avec leur baccalauréat professionnel jusqu'en L3, mais qui ne sont plus que 0,8% des étudiants en L3. Donc vous voyez la division énorme par un coefficient de 7,5 des effectifs qui donne une idée de la centrifugation de ces effectifs. Ils sont néanmoins 60%, une fois qu'ils sont, quand ils arrivent parmi ces survivants, en quelque sorte, du mécanisme de parcours sélectif, parce que la licence crée des transitions, le parcours complet, ils sont néanmoins 60% à l'obtenir. Et en baccalauréat technologique, là aussi, ils ne sont plus que 5,3%, pardon, 9,3%, mais ils sont les 2/3 à l'obtenir. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe et qui est intéressant, c'est que on voit, et les taux varient assez peu, je vous le montre ici, varient assez peu, non, ça n'est pas ça. Excusez-moi, varie assez peu, oui, c'était là. En fonction des filières, on a des différences, mais qui sont centrées autour d'une distribution au point moyen est à 73%, pardon, à 76%. Et fait remarquable aussi, c'est en ayant franchi les deux premiers échelons L1 et L2 qu'on a donc une homogénéisation de la population scolaire, ou plutôt étudiante, et une homogénéisation des projets, puisque le taux de ceux qui vont poursuivre jusqu'en master est de 73% parmi ceux qui ont décroché leur licence en un an. Donc on a un mécanisme de sélection, ce que j'appelle de sélection endogène. Ce qui est donc significatif, c'est que les étudiants en licence parviennent par ce mécanisme à obtenir des chances de réussite de leurs études, mais simplement à partir de la troisième année, qui sont des chances équivalentes de celles que connaissent les étudiants des filières sélectives, mais dès le départ. Dès le départ, 7 ou 8 étudiants sur 10 dans les filières sélectives sont assurés d'obtenir au minimum le diplôme qu'ils visent, et souvent davantage, ou bien la réussite à un concours de grande école. Et on voit que ces données sont à peu près similaires une fois qu'on se situe à cet étage du parcours des étudiants. Là, les données sont à peu près les mêmes aussi pour les filières comme les IUT, qui préparent au diplôme universitaire de technologie. Et vous voyez la part des inscrits, le taux de réussite en 2 ou 3 ans et la réussite en 2 ans. Le taux de réussite en 2 ou 3 ans est de 76% et 65% en 2 ans seulement.
parmi les variations en fonction de la qualité du baccalauréat ou du caractéristique du baccalauréat général, technologique, professionnel. Les scores de réussite en 2 ans diminuent beaucoup en fonction de la filière du baccalauréat, je l'ai déjà indiqué ou mentionné, ce facteur-là, mais les écarts de réussite sont beaucoup moins grands que dans le monde, que dans l'université. Donc, on peut montrer de 3 manières quel est le mécanisme de sélection. Il est endogène pour la filière universitaire et il est explicite pour la filière pour les filières sélectives. Donc ici, j'ai montré ce qu'il en est des IUT. Et maintenant, voilà ce qui se passe dans les classes préparatoires. Tout le monde ne va pas jusqu'au bout, mais une proportion très élevée vont aller jusque soit à la réussite à un concours, soit à un diplôme qui est du niveau de ce qu'ils peuvent espérer, mais sans passer par la réussite au concours. 80% des étudiants sont inscrits en classe scientifique, sont inscrits dans une école de bac plus 5, de niveau bac plus 5, et 9% à l'université pour poursuivre. Les données sont un peu moins favorables, mais à peine pour les classes économiques et commerciales. En revanche, les données sont incroyablement plus défavorables pour les filières sélectives littéraires. Il n'y a que 31% des étudiants qui ont réussi le concours auquel ils aspiraient en s'engageant dans ces filières exigeantes où le niveau d'effort requis est très élevé. Mais 46% sont inscrits à l'université. Et donc, en fait, ils ne perdent pas beaucoup de temps parce qu'ils ont fréquenté ces filières, mais ils ont pu se resituer assez rapidement ensuite. Et donc, j'ai une diapositive qui vous montre bien, attendez, je vais la retrouver, voilà, qui vous montre bien le parcours des étudiants de ces filières des classes préparatoires. Ici, ce sont ceux qui sont au départ en première année, et puis après ils se distribuent. Les uns vont aller vers la licence et l'université ou le master. L'université, c'est cette couleur-là, et le master interviendra plus tard. Et on voit que la réussite à un concours, c'est ici, c'est le bleu clair, un concours d'une école. Et la sortie est en vert. Elle est très minoritaire pour les classes scientifiques. Et les taux de réussite sont très élevés aussi pour accéder à une école dans les classes commerciales. Mais c'est du côté des littéraires que les choses se passent moins bien, comme vous voyez. Mais la réorientation vers l'université et vers la licence puis le master est massive. Donc, pour les littéraires, les classes préparatoires ont deux débouchés possibles et qui sont complémentaires d'une certaine manière, étant donné l'étroitesse des débouchés des classes préparatoires littéraires. Je vais revenir à mes données maintenant. Alors, quel est le mécanisme qui crée l'écart entre filières sélectives et non sélectives? Je vais considérer 3 facteurs, les caractéristiques des étudiants, la technologie éducative et l'enclenchement ou non de ce que j'appelle une Customer Input Technology avec effet de pair et contractualisation bilatérale de l'effort. D'abord, regardons les choses dans la perspective de l'étudiant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il fait au juste? Et il faut rapprocher des résultats d'enquête de 3 types de résultats qui concernent la garantie de réussite. Je viens d'en parler en montrant quel était le score d'accès à une école quand on s'engage dans une filière de ce type, que ce soit les IUT ou les classes préparatoires, l'accès au diplôme pour les IUT et l'accès à une école pour les filières classes préparatoires aux grandes écoles. Je n'y reviens pas, mais vous voyez que la garantie de réussite est très élevée pour 2 des 3 filières.
Le deuxième point, c'est la socialisation à l'effort. C'est un point qui a beaucoup été discuté dans des travaux critiques du système des grandes écoles, c'est le harcèlement par le travail des étudiants. Eh bien, les enquêtes qui sont faites montrent que à la fois les étudiants des classes préparatoires sont globalement satisfaits de leur système, 90% se déclarent satisfaits et même 50% très satisfaits dans les enquêtes qui sont menées. Et en même temps, ils déclarent dans ces mêmes enquêtes avoir des difficultés. Et voilà une donnée qui est issue de cette enquête de 2008 de Sylvie Lemaire, disparité d'accès et parcours en classe préparatoire. Ici figurent les difficultés à s'organiser en bleu clair, en bleu un peu plus foncé, les difficultés à suivre, c'est en première année, hein, et ensuite d'autres types de difficultés personnelles, matérielles et financières. Et observez les différents items, ils sont très intéressants. Ceux qui déclarent le plus de difficultés, ce sont ceux qui sont dans les classes préparatoires scientifiques. Le niveau d'exigence est très élevé, il faut s'y adapter et il y a un temps d'adaptation long et qui est coûteux en termes à la fois psychologiques et en termes de niveau d'effort. Et les difficultés à suivre sont aussi déclarées de manière très importante par ces étudiants. Ici figure l'ensemble des élèves des classes préparatoires. Les chiffres sont très proches, un peu inférieurs à ceux quand on isole les scientifiques proprement dit, mais les données sont comparables. Et ici figure l'ensemble des nouveaux étudiants. Ils s'adaptent en ayant eux-mêmes aussi des difficultés à s'organiser, mais ils déclarent moins des difficultés à suivre. Mais néanmoins aussi. Simplement, ils ont d'autres types de difficultés que ceux des filières sélectives de classes préparatoires, et notamment des difficultés financières que n'ont pas ceux des classes préparatoires, à la fois parce qu'ils viennent de milieux sociaux plus favorisés, que l'encadrement est d'une autre nature et une partie sont internes dans les lycées, etc. Je vais y revenir, parce que ça fait partie de l'argument sur les investissements en ressources. Mais ça vous donne une idée il pourrait y avoir une dissonance. Je suis satisfait et en même temps, je déclare plus que les autres des difficultés pour m'organiser et pour suivre. C'est le contrat en quelque sorte. Alors, la structure des motivations dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, elle vous donne aussi des indications sur ce qui est demandé dans ces classes, la qualité de l'encadrement et l'ouverture des possibles. Je n'y reviens pas. Alors, évidemment, il y a un point qui est curieux, et c'est une forme d'expérience contrefactuelle qu'on peut faire, qui est de dire, bon, vos arguments sont très bien, mais il y a un point où il y a un facteur qui ne marche pas, c'est la garantie de réussite à un concours. Ça ne marche pas pour les littéraires. Je viens de vous le montrer, ils ne sont que 31% à obtenir un concours. Il n'était d'ailleurs que 21% quelques années avant, mais pour des raisons de réforme que je vais vous présenter tout de suite, ce score a évolué de 10 points, ce qui est important, mais qui n'est quand même pas énorme. Et donc, cette expérience contrefactuelle, quasiment une expérimentation en grandeur nature, c'est de dire, mais ces facteurs jouent, mais pas de la même manière. Qu'est-ce que donc ces filières littéraires peuvent avoir de si intéressant alors qu'elles offrent des garanties de réussite et de débouchés qui ne sont pas bonnes, du moins pour ceux très majoritaires qui ne réussissent, qui n'entrent pas dans une école. Alors, ici figurent des données sur les effectifs des étudiants en classe préparatoire de 2005 à 2014. Je vous donne ces séries, je n'aime pas avancer les arguments sans donner les chiffres, ça prend un peu de temps mais c'est efficace. On distingue scientifique, commercial et littéraire. Si ces filières littéraires ne fonctionnaient pas bien, elles devraient perdre des effectifs sans arrêt. Si la dissonance était trop grande entre les chances de réussite et la demande des étudiants, elles devraient perdre des effectifs. Or, ce qu'on voit, c'est que les effectifs
augmentent. Ils augmentent moins fortement que les scientifiques qui augmentent de 10%, et que les filières commerciales qui augmentent aussi de manière significative de 15%, mais les filières littéraires augmentent de un peu moins de 10%. En tout cas, elles ne perdent pas d'effectifs. Et leur incidence, leur part de marché, en quelque sorte, ne diminue pas massivement du tout. Donc, il y a une observation qui est, elle reste attractive. Et quand on regarde ensuite les effectifs étudiants d'une année sur l'autre, donc ça serait le mécanisme serait j'apprends en première année à quel point c'est difficile et deuxièmement que les débouchés ne sont pas terribles, donc je vais m'en aller tout de suite. Courage, sauvons-nous et fuyons cet endroit. Et dans les filières scientifiques où les débouchés sont très importants, les écoles qui admettent sur concours sont très nombreuses, vous avez entre la première et la deuxième année, c'est distribué entre écoles publiques, classes préparatoires publiques, privées et au total, donc je vais aller par là, et entre hommes et femmes, mais les distinctions seraient intéressantes à commenter, je n'ai pas le temps. Vous voyez que de la première à la deuxième année dans les filières scientifiques, il y a une augmentation, ça c'est dû au fait des redoublements, des étudiants qui sont en deuxième année, qui n'ont pas obtenu le concours et qui attendent. Et en filière commerciale, il y a une érosion des effectifs par un mécanisme de réorientation. Je vous l'ai montré tout à l'heure, ceux qui sont en filière commerciale s'orientent un peu plus vers ailleurs au fur et à mesure de leur parcours, mais en nombre limité. Et il y a aussi une réorientation et une perte d'effectifs en filière littéraire. On passe de près de 7000 à 5700, donc il y a bien un phénomène d'attrition, de perte d'effectifs entre la première année et la deuxième année, mais ça n'est pas non plus une sorte d'érosion massive des effectifs. Et ça, c'est donc l'argument mérite d'être exploré un peu plus précisément. Et j'ai donné ici, là, je vous ai déjà montré cette donnée qui situe l'érosion ici de ce que je viens de montrer pour les littéraires, puisqu'ils vont partir ailleurs. Et en fait, ce qui est montré, c'est bien qu'il y a une loyauté à l'égard de cet enseignement qui est un peu surprenante, puisque les chances de réussite sont faibles, et que par ailleurs, je vous avais déjà montré ces données, que par ailleurs, ces réussites sont incroyablement plus concentrées dans les filières littéraires sur quelques lycées que dans les filières scientifiques. Je vous avais montré ça la semaine dernière. Le lycée Henri IV, pour l'accès à Ulm, capte 44% des entrants à Ulm, de la réussite. Et le lycée Louis-le-Grand en capte 24%. Donc, des filières avec des débouchés étroits et une concentration des chances de réussite sur quelques lycées, beaucoup plus que dans les autres filières scientifiques ou commerciales, tout ça, ça devrait être d'assez mauvaises nouvelles. Alors, comment est-ce qu'on peut réagir face à ça? Les écoles, évidemment, le savent, les grandes écoles littéraires ou qui sont des filières des voies d'accès par les filières littéraires le savent. Et donc, il y a eu des réformes et on a adopté pour ces écoles ce qu'on appelle une banque d'épreuves littéraires sur le modèle de ce qu'on appelle les banques d'épreuves communes en filière de commercial ou d'ingénieur. S'il y a beaucoup d'écoles qui font passer des concours aux étudiants, si les étudiants sont obligés de courir d'un concours à l'autre et qu'aucune école ne se coordonne avec les autres, c'est un enfer et une sorte de sélection a priori où chacun joue sa chance sans pouvoir jouer toutes ses chances. Et donc on a créé pour les écoles de commerce ce qu'on appelle des banques communes d'épreuves où des écoles mutualisent leurs concours et les étudiants se distribuent ensuite en fonction de leur score aux épreuves sur la hiérarchie des écoles. Je vous montrerai le détail de cette mécanique qui est assez fascinante la semaine prochaine. Mais on l'a créé aussi pour les écoles d'ingénieurs, mais de manière moins développée. Et une récente injonction qui date d'il y a quelques jours du ministère de l'Enseignement supérieur faisait obligation, ou du moins suggérait fortement aux écoles d'ingénieurs de se coordonner davantage pour permettre aux étudiants d'avoir des chances plus lisibles et plus importantes sans se disperser entre trop de concours à passer en peu de temps. Et donc,
ici, on a la totalité des autres filières accessibles depuis l'introduction de ce mécanisme aux étudiants des filières littéraires. C'est ce qui fait qu'on a eu une augmentation des taux de 21 à 31% de réussite à des concours via les filières littéraires. Et donc vous avez les IEP de province, vous avez d'autres écoles qui sont venues chercher en quelque sorte de la bonne matière étudiante par ces concours et ces filières sélectives des classes préparatoires. Et voilà. Reste que, comme je viens de le dire, 21% et 31%, ça n'est pas encore le Pérou. Et donc, il faut aller un peu plus loin. Et c'est ici que je reviens à ces questions de motivation. On voit très clairement les littéraires se distinguer à la fois par l'intérêt pour les études, donc un intérêt intrinsèque. Ils ne se comportent pas de manière instrumentale, puisqu'ils savent que les débouchés sont assez étroits, et que donc ils vont chercher dans les classes préparatoires quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et ce quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs, il a deux formes. Il a une forme qui est, premièrement, le type de technologie éducative dont j'ai parlé et dont je vais encore dire un mot à l'instant, mais il y a aussi le caractère généraliste de la formation. Les études en classe préparatoire et en filière sélective en général sont plus généralistes qu'en université où vous êtes obligé de vous spécialiser très tôt, du moins en France. Ce n'est pas le cas dans d'autres organisations de l'enseignement supérieur, comme par exemple aux États-Unis, où le curriculum est beaucoup plus généraliste sur les 4 années. Et vous avez un système de major, donc vous avez un point de... Vous accrochez votre préférence sur une composante du major, mais le reste, c'est vous apprenez beaucoup de choses dans beaucoup de disciplines dont vous composez pour partie la carte, mais qui sont plus généralistes. Et ça, c'est une demande visiblement qui est très forte du côté des littéraires. Et l'autre point essentiel, c'est évidemment cette histoire de portes ouvertes. Autrement dit, pour le dire un peu plus simplement, si on passe par ce genre de filière, on contourne le chaos de la sélection endogène en université. Et donc, on se procure davantage de possibilités de choisir plus tard, et non pas par le simple mécanisme de la sélection endogène. Et enfin, le mécanisme sur lequel j'ai insisté, c'est le suivi et l'encadrement. Et là aussi, les littéraires insistent beaucoup là-dessus, plus que les autres, et en tout cas beaucoup plus que les nouveaux étudiants. C'est 34% des étudiants des filières littéraires disent que c'est un motif important pour eux d'avoir choisi cette filière, alors que les étudiants mentionnent seulement à 12% la qualité du suivi et de l'encadrement dans cette enquête récente que j'exploite. Ces données avaient déjà été, d'ailleurs, elles sont extraordinairement stables et robustes. Et comme je vous l'ai dit, j'aime bien confirmer des données sur des items de ce type, qui sont des interrogations d'étudiants, donc avec les risques posés par le protocole même du questionnement. Il peut y avoir des effets d'imposition, de problématiques, etc. Baudelot avait exploité dans l'enquête, la somme d'enquêtes dont j'ai déjà parlé en 2003, des données de même nature sur les motivations selon les filières. Et en rouge figurent les données les plus significatives. Et vous voyez que l'encadrement et le suivi étaient cités dans cette enquête qui portait sur un panel antérieur par 45% des littéraires et simplement 2%. Alors la référence de comparaison est faite avec des bacheliers avec mention qui sont inscrits à l'université. Quand on utilise ce point de comparaison, on neutralise en partie ou on essaie de contrôler la qualité d'étudiants ou des performances scolaires qu'ont obtenues les étudiants. Ceux qui ont eu une mention auraient peut-être pu aller dans ces filières-là. Eh bien, ceux qui ont choisi cette filière littéraire déclarent massivement ce motif d'encadrement et de suivi. Je vais accélérer parce que sinon je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire et je ne voudrais pas trop décaler l'exposé. Qu'est-ce que c'est que cette technologie éducative dont je suis en train de parler ? Oui, non, je ne vais pas insister là-dessus. J'avais un autre résultat extrêmement intéressant, mais je vais vous en dire un mot tout de suite. Les étudiants en IUT
et même à un moindre degré, mais tout de même les étudiants en section de technicien supérieur, donc ces autres filières sélectives, normalement, ces filières sélectives sont faites pour obtenir ce qu'on cherchait, c'est-à-dire un diplôme en 2 ans, ou 3 si on a un peu de retard. Eh bien, les étudiants en IUT vont non seulement ont des taux de réussite élevés, comme je l'ai dit, pour obtenir ces diplômes, mais de plus en plus, et l'affaire augmente avec le temps, de plus en plus ne s'arrête pas là et continue. En cohérence avec ce que j'ai exposé il y a déjà plusieurs cours, accéder à un niveau de diplôme plus élevé peut avoir un rendement professionnel meilleur, mais ça n'était pas la philosophie de ces filières-là au départ. D'où une lutte stratégique entre l'acteur public, le ministère, qui dit il y a une sorte de détournement de fonction de ces filières, et les étudiants qui, eux, voient bien que passer par ces filières, c'est en quelque sorte contourner le maelstrom des 2 premières années de licence dans l'université où les bénéfices d'encadrement sont bien moindres. Et enfin, les directeurs de ces filières d'IUT qui veulent garder la main sur des étudiants sélectionnés, motivés, bien encadrés, etc., et qui ne veulent pas qu'on leur impose des quotas, comme la loi de 2013 l'a prescrit, des quotas de bacheliers de moins bon niveau que ceux qu'ils sélectionnent, mais qui devraient avoir un accès à ces filières pour bénéficier de ce qu'offrent ces filières, c'est-à-dire d'un encadrement et remonter leurs chances, notamment des bacheliers professionnels qui posent tellement de problèmes dans cette composition de l'hétérogénéité des publics étudiants aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Et donc il y a un bras de fer entre ces différents acteurs. Ce que je vous dis là, encore une fois, ce sont des débats qui sont permanents depuis quelques années et qui gagnent en intensité progressivement. Et récemment, les directeurs d'IUT ont protesté contre la volonté d'imposer des quotas de manière autoritaire et donc de déstructurer en partie ce mécanisme de leur technologie, ces rouages de leur technologie éducative. Maintenant, si je regarde ce que veut dire une technologie éducative, elle a d'abord un coût. Ici, vous avez des données sur le coût par étudiant, l'évolution des coûts moyens par étudiant ou par élève dans les différents niveaux de formation du secondaire, primaire, secondaire, supérieur. Et vous pouvez comparer ici le coût d'un étudiant en section de technicien supérieur, ce sont des statistiques publiques, qui retracent l'évolution de 80 à 2013, donc sur 33 ans. Des données ne sont pas toujours disponibles, mais elles le deviennent de plus en plus, elles sont affinées. Vous voyez ce que la formation d'un technicien supérieur coûte en moyenne 13 300 € en 2013. Celle d'un étudiant en université coûte en moyenne 10 800 €. Et celle d'un élève en classe préparatoire, 14 850 €. Elle a été d'ailleurs plus coûteuse en 2005, on était à 16 000 €. Tout ça, ce sont des données rapportées, c'est des prix constants, ce ne sont pas des prix qui fluctuent avec l'inflation, ce sont des prix 2013. Donc tout a été ramené à la base 2013. Donc les données sont intéressantes à comparer dans le temps. Mais vous voyez que la hiérarchie est toujours respectée entre ces 3 composantes, 13 000, 15 000, 8 000 pour STS, CPGE et université. Et on est à la même hiérarchie ensuite, elle est un peu plus écrasée ici, mais la distance est quand même considérable. Un étudiant en classe préparatoire ou en filière sélective coûte de 30 à 50% de plus qu'un étudiant en université. Et quand le ministre Mandon dit, comme hier à l'Assemblée, que les objectifs de 60% d'une classe d'âge avec un diplôme d'enseignement supérieur exigent des moyens, ce ne sont pas simplement des multiplicateurs de ça, mais il faut réfléchir aussi à la technologie qui est derrière. Quelle est la technologie éducative qui correspond à l'ambition? Et ça, c'est un peu plus compliqué, évidemment. Donc, le coût de cette technologie, il est évidemment le produit d'un certain nombre de facteurs. D'abord, le taux d'encadrement est incroyablement plus favorable. 8 000 enseignants pour 80 000 étudiants en classe préparatoire,
c'est évidemment, comme je l'ai dit, imbattable. D'autre part, ces niveaux de rémunération qui sont donnés qui sont servis aux enseignants des classes préparatoires et à travers les heures supplémentaires, et donc le pacte d'effort, en quelque sorte, la rémunération du pacte d'effort, celle des enseignants d'un côté et celle de la garantie de réussite de l'autre du côté des étudiants, elle a son prix. D'autre part, il y a évidemment la partie non monétaire du coût qui est j'accepte de faire des efforts que je ne ferai pas dans un encadrement différent. Et ça a un prix, un certain prix à la fois psychologique, mais aussi un prix en termes d'investissement et de concentration de l'investissement. Justement, examinons ce travail, cet effort. On peut l'objectiver. On a eu beaucoup d'enquêtes monographiques qui montraient de manière à la fois tout simplement constative, mais aussi parfois extraordinairement polémique, à quel point il peut y avoir une sorte de harcèlement des étudiants en classe préparatoire par l'excès d'efforts qu'on leur exige. Mais ensuite, on a pu objectiver les choses à travers des enquêtes, comme les enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante, sur lesquelles je m'appuie ici, qui étudient, ce sont des données de 2005, qui montrent, en fonction du type d'études, la durée du travail en heures en premier cycle. Et on prend les classes préparatoires des grandes écoles, les études de santé, donc les fameuses filières avec un taux d'échec très élevé de la première à la deuxième année, mais il faut vraiment bosser beaucoup en première année, les filières sélectives STS et IUT, les sciences en université, droit et sciences économiques en filière universitaire, donc en études de premier cycle universitaire, et les lettres et sciences humaines en études universitaires. Et je viens de vous donner les hiérarchies en vous citant les différentes filières. Les classes préparatoires, en heures de travail par semaine, c'est près de 60 heures de travail étudiant. Le travail, alors, il est distingué ici les heures de cours en jaune. Donc vous voyez l'écart, les heures de cours. Donc ici, on est dans un univers presque scolaire, ce n'est pas un hasard si c'est dans le lycée, dans les classes préparatoires. À la différence de l'université, on a des heures de cours qui passent de 35 à 23, 19 et 15 dans cette enquête. Ce sont des données déclaratives des étudiants. Ici, on a les heures de travail personnel. Vous voyez aussi l'écart est énorme entre 16 heures pour les classes préparatoires ou 20 heures en études de santé, et on est à la moitié ici. Et enfin, les heures de travail personnel en semaine, ça c'était pendant le week-end, et en semaine aussi, les écarts sont très importants. Donc il y a une intensité de travail qui est indiscutable. Alors vous pourriez me dire, oui, mais il peut y avoir un facteur perturbateur qui est si les étudiants doivent travailler ou non. Effectivement, ça joue, mais ça ne joue pas beaucoup sur les étudiants en classe préparatoire qui sont ici. Leurs activités rémunérées, quand ils en ont, prennent très très peu de temps, beaucoup moins que dans les filières universitaires. Et effectivement, le recrutement social et les ressources des familles ne sont pas les mêmes pour cette catégorie d'étudiants et pour les étudiants des filières sélectives. Mais l'argument ne vaut pas entièrement pour un seul motif, parce que regardez ce qui se passe pour les IUT et pour les sections de techniciens supérieurs, c'est pareil. La part que prennent les activités rémunérées est assez faible par rapport à l'agenda, tout simplement parce que l'agenda est très contraint de toute manière. Et ici, ce sont les agendas sans activité rémunérée, ce sont des données plus récentes de 2013. Ici, vous avez la part exacte que représentent les activités rémunérées. Est-ce qu'elles sont intégrées aux études ou est-ce qu'il s'agit de stages ou d'alternance? Vous voyez que les classes préparatoires se situent, bon, visiblement, ce sont des univers où il n'y a pas encore, on n'a pas enclenché du tout ça, on l'enclenchera ultérieurement. Mais STS et IUT ont des activités qui sont hors études, directement liées à leur intégration professionnelle. C'est aussi ça la valeur de ces études-là, les études d'ingénieurs, les études de santé en université, les études de commerce en IUT, mais aussi les études de sciences, intègrent beaucoup des phénomènes de stage
beaucoup plus qu'en droit, en économie ou en lettres. C'est un résultat intéressant. Et bon, je vais passer sur la suite. On peut décomposer encore selon ma technique de zoom pour savoir de quoi il s'agit au juste. Et en fait, mais j'y reviendrai peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intensité d'effort qui existe? Et Bourdieu en avait donné une caractérisation avec un relief incroyable quand il comparait la productivité beaucoup plus élevée de l'enseignement dans les classes préparatoires à ce qu'il observait dans les facultés. Les indications sont simples. Comme il le disait, les élèves de taupe, donc de classe préparatoire scientifique, rendent chaque année 2 ou 3 fois plus de devoirs de mathématiques et de physique, soit 20 à 25 devoirs par discipline, que les étudiants en mathématiques ou en physique de la faculté des sciences, sans compter des devoirs de français et de langue. Et de plus, tandis qu'en taupe, à peu près tous les élèves remettent la quasi-totalité des devoirs qui leur sont proposés, la plupart des étudiants donc en université ne produisent qu'un ou deux devoirs sur 3 pendant une période beaucoup plus courte. Et donc c'est ça aussi un des effets incroyables et spectaculaires de ces mécanismes de technologie éducative, c'est que, comme il l'écrivait, l'effet le plus caractéristique de l'encadrement total des classes préparatoires consiste dans le fait qu'elles parviennent à obtenir de la quasi-totalité des élèves la productivité maximum. Et on en a une preuve toujours dans cette enquête sur les conditions de vie des étudiants et la source de l'Observatoire de la vie étudiante. On a demandé aux étudiants s'ils assistaient, s'il leur arrivait de sécher des cours, de ne pas assister à des enseignements, pour t'aider, et donc de ne pas le faire par choix. Et on compare les filières. Alors, on voit que les étudiants en classe préparatoire, sécher des cours, ça leur arrive, mais très exceptionnellement, et jamais, ça arrive à 56% qui ne sèchent jamais un cours. Quand on est dans les études universitaires, on voit que les étudiants qui déclarent sécher des cours, c'est 25% parfois, ou souvent 7 à 8%, alors que pour les classes préparatoires, c'est 1%, 8%, etc. Donc il y a bien, les observations que faisait Bourdieu sont tout à fait bien corroborées par les données d'enquête dont on dispose. Le niveau d'effort est absolument et incontestablement beaucoup plus élevé, beaucoup plus continu et surtout beaucoup plus homogène. Et ça, évidemment, c'est un point essentiel. Il y a des recherches extrêmement intéressantes qui sont faites, je peux vous en citer une de Carrel et West, qui sont faites aux États-Unis sur l'effet exact d'un apprentissage dans des études secondaires ou supérieures, mais l'enquête ici, il s'agit d'une enquête sur les études supérieures. Cet effet d'apprentissage, il peut être de deux natures. Il peut être acquérir des connaissances pour réussir un concours ou passer l'épreuve à la fin de l'année, ou bien ça peut être un mécanisme de deep learning, c'est-à-dire d'apprentissage profond. Les bénéfices, éventuellement, vont se révéler encore plus ultérieurement, et pas simplement pour passer le concours. Cette enquête a été faite par ces deux auteurs parce qu'il s'agissait de savoir ce que valait la notation des enseignants par les étudiants. Si un enseignant veut avoir de bonnes notes de ses étudiants aux États-Unis, il va maximiser la réussite immédiate. Et donc, il va leur donner ce qu'il faut pour réussir l'épreuve de la fin de l'année. Mais on peut avoir une autre stratégie éducative qui est de dire « je veux maximiser l'acquisition dont le bénéfice est à beaucoup plus long terme », c'est-à-dire que je vais augmenter l'exigence de l'enseignement dans l'année qui vient, quitte à provoquer un peu de désordre dans les anticipations des élèves et dans leur chance de réussir leur concours, leur examen immédiatement après, mais au bénéfice peut-être d'acquis plus profonds et de dispositions meilleures pour ultérieurement. Et c'est exactement le raisonnement qu'on peut adopter ici, c'est que
notamment par exemple pour les littéraires qui ont des chances de réussite faibles au concours, donc dans la structure des débouchés telle qu'elle existe actuellement pour cette population-là, ce qu'ils recherchent, c'est typiquement du deep learning, en même temps qu'une variété d'enseignements plus grande que dans l'université. Et il faut y prêter une grande attention à cet aspect-là, parce qu'il occupe aujourd'hui une part croissante de la réflexion sur ce qu'est la transmission pédagogique et la formation. Elle a visiblement deux composantes, et beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, parce que la carte de l'application des compétences à acquérir dans un système d'emploi, elle est beaucoup plus instable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, on pouvait encore raisonner sur des schémas adéquationnistes. J'apprends quelque chose pour avoir un métier dans un emploi stable et une carrière qui va être relativement non chaotique. Ce qu'on voit aujourd'hui est très différent. Et la valeur des compétences doit être doublée de la valeur de ce que je peux appeler des métacompétences, c'est-à-dire des dispositions à acquérir des compétences. Et le deep learning est typiquement de cet ordre-là. Mais il suppose une autre technologie éducative que la technologie adéquationniste dont je viens de parler. Et c'est ça qui est un point extrêmement fort dans la réflexion qu'il faut avoir pour faire le trade-off, l'arbitrage entre le caractère sélectif scolairement et socialement de filières de ce type, mais de l'autre côté, incontestablement des bénéfices qui sont donnés à travers les mécanismes de mobilisation d'efforts et de pactes contractuels entre les enseignants et leurs étudiants sur une base beaucoup plus homogène et plus simple des deux côtés. Les enseignants n'ont pas le sentiment de sacrifier un effort de recherche s'ils sont entièrement dévoués à leur tâche d'enseignement, et les étudiants n'ont pas l'impression de sacrifier leur vie s'ils se procurent de manière différée des bénéfices qui sont supérieurs à ceux qu'ils obtiendraient dans un univers de formation où leur niveau d'effort est moindre et leur satisfaction extrascolaire est plus grande. C'est un trade-off. Et ce trade-off, c'est le pacte fondamental des technologies éducatives que j'ai essayé de mettre en contraste dans cette séance. Je vais arrêter ici puisque j'arrive à la fin de mon exposé. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc à l'amphithéâtre Budet, qui est très agréable et qui est tout près, puisque je céderai celui-ci pour des motifs d'organisation interne des cours ici au collège. Merci et à bientôt.